Première. Bonjour Boris Diliès. Bonjour. Vous êtes la surprise du chef. Comment allez-vous ce matin ? Mais écoutez, je vais très bien, je vous remercie. Vous avez été prévenu samedi à 7h15, alors qu'à Absolument. 10h, vous prêtiez serment devant le roi. Voilà, oui, c'était un réveil dont je me souviendrai assez longtemps. Mon président de ma partie m'a en effet appelé à 7h15, à 8h je devais me rendre au Parlement et ensuite chez le souverain. Donc ce sont des matinées particulières. Ça veut dire que vous n'y pensiez pas le matin en vous rasant? Non, je n'y pensais pas le matin en me rasant. Pour tout vous dire, j'étais totalement investi dans ma fonction de bourgmestre d'Uccle, qui est une mission passionnante, très attachée à ma commune, mais très attachée à Bruxelles aussi par définition. Mais non, je n'y pensais pas. Moi, j'y pensais beaucoup pour d'autres, en réalité. Mais non, je vous confirme que je n'y pensais pas. Et donc, vous m'avez confié que vous étiez moins stressé que lorsque vous vous apprêtiez à devenir bourgmestre. C'est vrai que quand je suis devenu bourgmestre d'Uccle il y a 8 ans maintenant, il y avait un stress plus important, c'est-à-dire que c'est une fonction en effet que j'ai souhaitée, pour laquelle je me suis battu d'ailleurs, mais j'avais 8 ans de moins. Et donc peut-être aussi que c'est cela qui fait la différence par rapport au stress. Et c'est pas les mêmes enjeux ici pourtant. Ah non, ce sont pas les mêmes enjeux, bien sûr. Ici, c'est très large, c'est colossal, j'en suis parfaitement conscient. Bon, il se trouve que je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi, c'est aussi parce que je ne suis pas figé, je ne connais pas que ma commune, Dieu merci. Et donc j'ai été parlementaire bruxellois, j'ai présidé la commission infrastructure, et donc par conséquent, je n'arrive pas tout nu non plus, mais je sais que j'ai énormément à apprendre et que j'ai mes preuves à faire, mais on le doit aux Bruxellois qui attendent des résultats. Pour revenir en quelques secondes sur la manière, c'est une façon de faire, ça, d'avertir les gens en toute dernière minute? Oh, écoutez, vous savez, la vie politique, elle peut avoir des aspects comme ça de soudaineté, de rapidité. Je pense aussi qu'il faut pouvoir s'adapter. Et donc, je n'étais pas dans les coulisses, mais je crois que ça doit être quand même assez compliqué. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, vous n'avez pas du tout participé aux négociations de ce gouvernement. Non. C'est un premier handicap? Moi, je le vois plutôt comme une force en réalité, parce que il y a d'abord les choses ont été plutôt bien faites, notamment par Georges-Louis Boucher, mais je pense qu'il y a eu manifestement, in fine, une bonne collaboration, une envie quand même maintenant de faire sortir Bruxelles de l'ornière. Il y a en effet beaucoup de choses à faire. On va y revenir. Pas de problème avec ça. Vous dites d'emblée vouloir rompre avec les clichés. Uccle n'est pas Beverly Hills. Et Bruxelles, ce n'est pas quoi? Bruxelles, Bruxelles, c'est plutôt une fierté, mais ça n'était plus une fierté, selon moi, depuis déjà pas mal de temps. J'entendais de plus en plus de gens dire on est plus fiers d'être bruxellois, on est plus fiers d'habiter à Bruxelles, et donc je pense que surtout Bruxelles doit redevenir une fierté, parce que on n'en est pas assez fiers, alors qu'elle a en réalité tout en main. Maintenant, il faut pouvoir en effet faire briller cela et faire fonctionner tout. Avec cette partie, ce sera compliqué? Vous savez, oui, c'est compliqué. Maintenant, ça je le savais, mais c'est pas neuf, si vous voulez, que dans un pays comme le nôtre, avec les institutions qui sont les nôtres, avec les communautés qui sont les nôtres, eh bien, on est habitué à travailler à certains niveaux de pouvoir avec plusieurs familles politiques qui doivent être respectées toutes, d'ailleurs. Quel sera le premier acte que vous allez poser, votre priorité? Écoutez, très concrètement, je vais cet après-midi avec le ministre de l'Intérieur, Gare du Midi, puisque comme vous le savez, il y a un plan gare qui est un point important dans la déclaration de politique générale, avec 10 millions d'euros qui sont prévus. Je pense que c'est important parce que au-delà du symbole, une gare, c'est une entrée de ville, c'est une entrée de région ici, et l'image de Bruxelles en la matière, il y a quand même du travail. Je pense que c'est objectif que de dire cela, et donc la sécurité des Bruxellois, c'est à mon avis un des enjeux essentiels. En attendant, les Bruxellois sont en colère, ils sont souvent partagés entre honte et gâchis. Des ASBL, pour citer un exemple, ont perdu leur subside, des personnes du coup ont perdu leur job. Que leur dites-vous ce matin? C'est quelque chose en effet qui va être analysé à la loupe. Maintenant,
On le sait, Bruxelles, jusqu'à présent, c'est 25 organismes différents qui ont été regroupés en 3 piliers. Donc je crois qu'il y a une nécessité quand même de mettre de l'ordre. Mais je suis aussi convaincu que la crise interminable que l'on vient de connaître a fait des dégâts, je le sais. Et donc il faudra en effet, là maintenant, regarder comment est-ce qu'on peut réparer ce qui par moments été cassé suite à cette crise. Mais vous n'allez pas pouvoir rattraper le temps perdu ou corriger le tir au cas par cas. Je ne suis pas magicien, mais en tous les cas, il y a une volonté indéniable d'essayer de remettre de l'ordre partout où c'est possible. Ce sera d'autant plus difficile qu'il y aura quand même 1,2 milliard d'économies à faire. C'est colossal, vous l'avez déjà dit. Où trouver cet argent prioritairement ? Alors, il y a une trajectoire budgétaire qui est assez claire, c'est jamais facile, mais qui est assez claire, et notamment, je vous le disais, en matière de rationalisation de ces 25 organismes en 3 piliers. Ça fait partie des mesures qui doivent permettre à la fois de faire des économies, mais aussi, parce que c'est inscrit dans la déclaration politique générale de mon gouvernement, aussi d'obtenir une réduction d'impôts pour les Bruxellois. Ce qui n'est pas facile, parce que quelque part, c'est d'un côté dire on va réduire les dépenses, et en plus, on va réduire les rentrées. Mais je suis de ceux qui savent aussi qu'en matière de fiscalité, il convient d'être attractif pour précisément obtenir de nouvelles richesses. Et donc, c'est aussi à cela qu'on va s'atteler. Mais bien sûr, je suis bien conscient de la situation financière de la région. Je la connaissais avant de devenir ministre-président. Et l'effort va aussi passer par une réduction de 80% des dépenses, avec notamment une vaste réforme de l'administration. Est-ce qu'il faut s'attendre à un Big Bang ? Il faut s'attendre, en tous les cas, à ce qu'une série de départs à la pension ne soit pas remplacée. C'est une certitude. Le plan Good Move, le plan Mobilité 12, vous vous y êtes opposé, le nom disparaît, mais pas tout à fait la philosophie. Comment ça va se passer avec le ministre Elke van den Brand, qui était déjà en charge du dossier ? Écoutez, moi je pars du principe que ça va bien se passer. Je pense que il y a eu quand même beaucoup de brutalité en matière de mobilité ces dernières années à Bruxelles. Je sais aussi que Bruxelles avait et a besoin d'évoluer en matière de mobilité. Mais il y a eu beaucoup de brutalité, il y a eu, à mon avis, trop peu de concertation, ou alors on ne peut pas faire, si vous voulez, de concertation uniquement avec les gens qui sont d'accord avec vous. Mais moi, je l'ai vu dans ma commune, dans certains cas, une série de plans qui arrivaient du jour au lendemain, imposés parfois de manière dogmatique. Je pense qu'on a pu limiter les effets sur eux, c'est même une certitude, mais en attendant, j'ai vu dans toute une série de communes, notamment ce qui s'est passé à Anderlecht, la vraie brutalité avec laquelle les choses ont été faites, et parfois très mal faites. Pour autant, vous savez, moi je ne considère pas en effet qu'il y ait une bonne politique de mobilité de droite ou une de gauche. Je ne pense pas qu'il faille mettre justement trop de politique dans la mobilité. Vous avez aujourd'hui une évolution sur les modes de mobilité. On n'est plus dans les années 80. Il ne faut pas ostraciser le cycliste et il ne faut pas ostraciser l'automobiliste. Ça prend plus de temps, c'est plus difficile, mais l'équilibre et le respect des uns et des autres, il est essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Mais vous êtes plutôt adepte des parkings à voiture que des parkings à vélo, vous qui avez essayé des arceaux de parking à vélo ? Je pense qu'il faut les deux, mais je ne pense pas qu'il faille à nouveau du dogmatisme et qu'il faille faire les choses n'importe comment. Et dans certains cas, désolé, mais j'ai pu constater que c'était le cas. Mais moi, je suis un homme optimiste. J'ai des rapports personnels avec Madame Van den Brand qui sont tout à fait bons. J'ai du respect pour cette personne et je suis vraiment tout à fait confiant sur le fait qu'on va pouvoir travailler ensemble correctement, sans dogmatisme. Maurice Dilliez, un nouveau mot encore sur les primes à la rénovation, c'est fini ? Alors, il n'y a pas un focus spécifique sur les primes à la rénovation. Ce qui se passe, c'est que vous avez, c'est pas neuf, dans cette région, il y a eu quand même une multiplication de primes un peu tout azimut. Et donc, ce qui est à mon avis essentiel, et on va le préciser à travers le budget, c'est qu'on puisse aussi rationaliser. Et donc, il y a des primes, je ne vais pas les citer en tant que telles parce que je vais me faire des ennemis, mais désolé, mais moi j'ai vu passer ces dernières années une série de petits subsides à droite à gauche qui étaient, pardonnez-moi, mais complètement grotesques. Et donc là, je pense il faut pouvoir remettre les sous aux bons endroits. Donc vous allez refaire le ménage. Il y a du travail. Maurice Dilliez, encore un autre défi, votre néerlandais, vous oui. Zelezine, vous avez dit, quand on est bourgmestre-duc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de néerlandais ?
Alors, pour être très honnête avec vous, donc moi je l'assume, je me cache pas derrière mon petit doigt. Ça fait 20 ans que je n'ai plus pratiqué. J'ai travaillé dans le secteur privé il y a une vingtaine d'années dans une société néerlandophone. Quand je suis sorti de cette société, c'était pas extraordinaire, mais je savais quand même me débrouiller. C'était pas aussi mauvais que maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis 20 ans, je ne le pratique plus dans ma fonction. Et quand vous ne pratiquez plus du tout une langue, elle a tendance à disparaître. Alors je suis pas en train de vous dire je vais prendre 2 cours et ce sera parfait. Par contre, je dois aux Bruxellois, c'est une évidence à travers ma fonction, d'avoir une bonne maîtrise. Mais je vous précise que samedi entre 7h15 du matin et 8h au moment où les journalistes m'interrogent, je n'avais pas vraiment eu le temps de faire de l'immersion. Une réaction de Baudouin qui nous écrit sur WhatsApp. Monsieur Diliès, votre méconnaissance du néerlandais comme celle de votre président de parti ne nourrissent-elles pas les tendances nationalistes, voire séparatistes en Flandre ? Écoutez, pour moi c'est de la polémique. Qu'on me juge sur place, je le dis, c'est essentiel, c'est un minimum de respect, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais vous reconnaissez que c'est inacceptable pour une région bilingue ? Complètement. Et donc, je plaide coupable. Et donc, vous allez vous inscrire à des cours, en fait, ça va se passer. En réalité, j'ai déjà mis en place une série de mécanismes, mais ça va aller de manière croissante. Mais voilà, encore une fois, je suis bien conscient. Mais de nouveau, si vous voulez, je ne m'y étais pas préparé. Et donc, je ne cherche pas des excuses, mais ce sont des réalités. Mais en tous les cas, je suis plutôt homme en général à essayer de travailler pour corriger tout ce qui peut l'être. Voilà, et d'autant plus que Acteris, qui devra mieux accompagner les demandeurs d'emploi, va aussi faire passer un test linguistique obligatoire, et ce sera des cours en cas d'échec. Ça aussi, c'est un autre défi. En fait, le taux d'emploi à Bruxelles, il est actuellement sous les 65%. Vous visez les 70%. On fait comment ? Oui, c'est un défi. C'est un chapitre important de la déclaration politique du gouvernement. C'est la formation, parce que il y a... En réalité, moi, je l'ai vu, souvent entendu, dans les métiers, des demandes qui sont faites, mais des offres qui ne sont pas là. Enfin, il y a, à mon avis, encore du travail à faire entre l'offre et la demande, et certainement une formation des jeunes, puisque, vous le savez, Bruxelles est une des régions, d'ailleurs, les plus jeunes d'Europe. Et par conséquent, là, je sais que la montagne à gravir est importante pour la formation. Et vous y reviendrez sans doute dans votre déclaration de politique régionale qu'on n'attend pas avant une semaine. Pourquoi ? Parce qu'après 615 jours, on n'est plus à une semaine près. Non, je peux vous dire qu'en tous les cas, on n'est pas en congé. Le gouvernement, d'ailleurs de manière informelle, s'est déjà réuni. On se voit jeudi, donc on est tout à la tâche, ce qui est la moindre des choses. Merci.